site. Alors Jérémy Caussade, c'est le pitch, vous avez 1 minute. Dites-nous qui vous êtes et ce que vous faites avec Aura Aero. Bonjour, merci pour l'invitation. Donc, je suis un des 3 cofondateurs d'Aura Aero et Aura Aero est un constructeur d'avions français qui travaille sur les sujets de décarbonation de l'aviation. Nous sommes au cœur d'un sujet d'actualité. Comme je le disais tout à l'heure, on a vu ce qui s'est passé dans le sud-est de la France cet été avec les incendies. On voit en ce moment la catastrophe que connaît le Pakistan. Le réchauffement climatique est une réalité, même s'il y a encore un peu plus d'une 40% de Français qui sont climato-sceptiques, qui considèrent que ceux-ci sont des fadaises. Il y a pour vous une urgence à transformer l'aviation. Et comment le faites-vous justement ? Comment faites-vous cette transformation ? Il y a plusieurs éléments qui sont importants. Le premier, c'est que l'aéronautique est une discipline jeune. On a dit une grosse centaine d'années. Et on a toujours été habitué à répondre à des besoins humains. Ce besoin-là, le besoin d'arriver à avoir des avions qui soient compatibles de trajectoire climatique est absolument indispensable. Et donc ça touche à plusieurs sujets qui sont importants et qui font écho maintenant, qui à l'époque on a créé Aura en 2018 n'était pas si évident que ça. Le premier, c'est que pour décarboner, il faut réindustrialiser. Vrai sujet, donc il faut produire, on ne peut pas juste demander aux Chinois de changer et leur acheter derrière, donc il faut le faire. Ce qui change un peu les mentalités, donc il faut être industriel. Il faut expliquer à tout le monde que la technologie, la transformation de nos industries pour être compatibles trajectoire climatique, ça rend plus que nécessaire des ingénieurs, des compagnons, des métiers qui sont dans certains cas un peu décrédibilisés en ce moment, donc il y en a plus que jamais besoin. Et puis ça veut dire surtout qu'il faut repartir au combat, de repenser des concepts d'avion, reprendre des risques, et que c'est pas du tout un parcours linéaire, et donc il faut le faire. Justement, parlez-nous concrètement. Qu'est-ce que vous voulez proposer ? Qu'est-ce que vous allez changer ? Qu'est-ce que vous allez nous proposer comme avion, comme type d'avion ? Alors, le plan stratégique qu'on a, il est extrêmement simple. Il est faire des avions plus propres et plus gros. Donc, on a commencé sur un avion, société créée en 2018. Premier avion envolé en juin 2020. C'est un biplace de formation à capacité voltige qui sert à former des pilotes civils et militaires. Le premier avion est un avion thermique. Et cette année, on se prépare à faire voler la version électrique. Donc ça, c'est un premier point. Et en parallèle de ça, on travaille aussi sur un avion régional, un 19 places, qui sera à propulsion électrique, donc un hybride. L'idée, c'est de plus on va avancer, plus on sera en capacité de proposer des avions de taille significative qui ont un impact de décarbonation grand. L'aéronautique est au tout début du chemin. On a absolument tous les atouts en France pour être le leader mondial de ce sujet-là. Vous êtes dans quelle période ? La période d'essai de ces avions électriques ? Avions complètement électriques ? Oui, alors en fait, il y a la solution miracle, malheureusement, elle n'existe pas. Donc on a un certain nombre de briques qu'on a disponibles, que sont l'hybridation, l'électrification, l'hydrogène pour un futur un peu plus lointain. Et le but, c'est d'arriver à mélanger tout ça pour arriver à répondre aux besoins. En avion, ça sert à quelque chose, ça sert à former, ça sert à transporter, ça sert à évacuer, ça sert à tout un nombre de choses. Et donc en fonction du besoin, de la distance qu'on a à parcourir, de la masse qu'on doit emporter, il y a des différentes solutions qui sont les plus adaptées. Fonction du temps, puisque nous, on a pris le parti de suivre les trajectoires européennes. Donc on a un Fit for 55 qui est avec des enjeux de décarbonation horizon 2030. Et après, on a un gros horizon qui est 2050, net zéro. Prenons le cas, par exemple, de cet avion de 19 places que vous avez donc signé avec un loueur d'avion, je crois, irlandais, pour obtenir 200 exemplaires. Quelle est la phase de développement ? Quand est-ce qu'on pourra voler dans un avion électrique de 19 places ? Alors, la trajectoire pour nous, c'est de pouvoir voler entre 2024 et 2025, premier prototype. Déjà ? Oui, on y travaille parce que les technologies sont là. Alors, ce qui est important pour nous, c'est d'être dans le bon tempo de la disponibilité technologie, parce qu'un avion, c'est un agglomérat de technologies qui sert un usage. Et donc, les technologies arrivent à maturité maintenant, donc on peut imaginer les embarquer sur un avion. Donc, on va dire 2024-2025 pour aller en service probablement horizon 2028. Donc, c'est la solution en ce moment avec les débats autour des avions, des jets privés. La solution, elle est là. C'est-à-dire que c'est de la taille d'un jet privé, les avions dont vous parlez. Oui, c'est un tout petit peu plus petit et surtout ça couvre des distances beaucoup plus courtes. Donc, loin de nous l'idée de stigmatiser certains confrères et certains constructeurs d'avions. Je pense qu'il y a un sentiment général d'urgence à se transformer. Et après, il y a une disponibilité technologique et une réalité physique. On peut se battre contre beaucoup de choses. On ne peut pas trop se battre contre la physique, malheureusement. Et alors, je rêve un tout petit peu. À quand un 747 ou un gros Boeing qui vole à l'électrique ? Ce serait pour quand ça, si on se projette ? Disons que ça va arriver. C'est difficile de dire de quoi demain sera fait. Ce qui est sûr, c'est que quand on regarde l'histoire de l'aéronautique, on est passé en gros de la traversée de la Manche en 1910 à Concorde 50 ans plus tard. Donc la capacité à accélérer, on l'a déjà vécu. Le challenge qu'on a devant nous est absolument considérable.
Donc difficile à répondre à date. J'ai eu une carrière chez Airbus précédemment, mais j'y suis plus. Ce qui est sûr, c'est que je pense que ces 2 dernières années ont été une accélération monstrueuse de la compréhension des phénomènes extérieurs et de notre nécessaire volonté et nécessaire transition pour être compatible trajectoire climatique. À l'échelle de l'humanité, vous me faites prendre conscience, oui, l'aviation, c'est une goutte d'eau. C'était il y a 100 ans, les débuts. Oui, exactement. Ouais. Et quand on voit tout ce que ça a permis de faire, on peut se dire que, au-delà de tous les débats un peu clivants, l'avion sert les hommes. Donc ça doit continuer à servir les hommes. Ça ne veut pas dire qu'on doit continuer comme maintenant. Est-ce qu'il va y avoir une diminution des heures de vol mondial? Peut-être. Il n'empêche qu'on a tout le parc mondial d'avions à changer. Donc c'est une révolution industrielle devant nous. Alors aujourd'hui, vous nous faites prendre conscience qu'il faut voler mieux, mais comment voler moins? C'est quasiment impossible de voler moins, surtout avec un monde de plus en plus ouvert. Aujourd'hui, on a besoin de voyager, même si on nous impose quand même les réunions à distance, on a besoin de voyager. Oui, probablement. Alors après, c'est quelque chose qui, nous, en tant que constructeurs d'avions, nous dépasse un petit peu. Nous, notre rôle, c'est de fournir des moyens, des vecteurs aériens qui permettent à des opérateurs de servir les hommes. Voilà, donc charge à nous d'amener les éléments sur le marché, et puis après, le reste c'est un peu en dehors de notre scope. Donc vous travaillez sur le déplacement avec des avions électriques. C'est quoi? C'est une révolution? C'est une évolution? C'est une bonne question. Probablement un peu des deux. Dans le principe, on travaille avec, on se bat contre la gravité pour faire voler un avion, et après on a besoin de mettre de l'énergie sur la table pour déplacer des personnes, des biens d'un point A à un point B. Donc sur le principe, on est plutôt dans une évolution où on a un nouveau mode de propulsion, des modes de stockage un peu différents, mais ça reste de la compétence générale d'un constructeur d'avion. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, on travaille énormément avec beaucoup d'anciens de l'aéronautique qui ont créé des lignes de produits qu'on connaît tous. L'Airbus A320, l'ATR pour l'avion régional, le TBM à Tarbes. Et donc, de ce point de vue-là, c'est une évolution. En revanche, sur le positionnement de la société, d'un constructeur d'avion vis-à-vis de ses clients et vis-à-vis, on va dire, la société dans sa globalité, là, c'est une révolution. On a une révolution industrielle à opérer. On doit être capable de produire vite, de produire mieux, d'avoir des analyses de cycle de vie permanentes sur nos avions, donc faire des choix qui, à chaque étape de la chaîne de valeur, sont dictés par quel est notre impact, quelle est notre performance. Je vais citer juste un exemple. Oui. On utilise pas mal de carbone dans nos avions. Le carbone est difficile à recycler, c'est un véritable sujet. Donc on pourrait se dire, il faut l'enlever. Oui, sauf que si on fait un avion qui est, à la limite, 2 fois plus lourd, qui va vivre 50 ans, l'énergie qu'on va devoir mettre sur la table pour arriver à compenser ce manque de performance fait que quand on regarde l'analyse de cycle de vie au global, on aurait eu intérêt à mettre du carbone dessus. Donc tout ça pour dire que c'est un compromis, ça reste une politique de compromis, un avion est un compromis, et surtout le principal est de se mettre sur le chemin et d'être bien certain que les enjeux de décarbonation sont frontons de nos sociétés. C'est le cas chez Aura. La révolution, elle réside aussi dans le changement du parc d'avions, parce que ce que vous proposez, c'est passer du thermique à l'électrique, du thermique à l'hydrogène ou à l'hybride. Donc la révolution, elle réside là, c'est dans le changement du parc. Oui, le challenge majeur qu'on a, c'est sous quel horizon, le plus court possible, on est capable de proposer le plus de sièges décarbonés sur le marché. C'est ça notre métrique in fine. Donc, que ça soit un avion de formation, un avion de transport régional ou des avions plus gros. Vous dirigez une start-up industrielle et ceci implique des investissements lourds, très très lourds. Alors comment vous avez fait pour rassurer les investisseurs? Parce que venir avec ce genre d'investissement, ça doit être une sacrée gageure. Hein. J'ai souvent coutume de dire, et on le vérifie depuis la création d'Aura, que pour faire ce qu'on fait, on est au meilleur endroit sur Terre pour le faire, à Toulouse et en France. On a tout ce qu'il faut. On a des ingénieurs qualifiés, on a des compagnons qui sont volontaires et qui ont des vraies capacités à faire. Le sujet principal sur lequel on est en manque de compétitivité cruelle, et c'est extrêmement compliqué, c'est le financement. La France n'est plus habituée à financer l'industrie, en tout cas dans l'aéronautique. Les mécanismes en place n'existent pas du tout. Des fonds industriels qui pourraient s'intéresser à nos sujets, il y en a peut-être 2 en France, et encore. Donc on est dans une situation extrêmement complexe et collectivement dans lequel il va falloir trouver des solutions, parce qu'effectivement il faut de l'argent pour développer les avions, mais au-delà de la somme d'argent, on a souvent coutume de dire que l'aéronautique est très capitalistique. C'est le principal problème n'est pas tellement le montant d'argent, mais les durées. On ne peut pas développer un avion et arriver à un équilibre positif en 6 ans. C'est pas possible. Il faut 10 ans, 12 ans. Et donc, on sort d'un scope de fond, et pour l'instant, ça ne se pousse pas beaucoup au portillon au niveau français, même si je dois quand même dire qu'on a été extrêmement épaulé à la fois par tous les mécanismes publics
et notamment le plan de relance et les sujets France 2030 qui arrivent maintenant, et également par la BPI. Mais côté privé pur, fonds pur, on a un énorme problème en France. Vous avez un message à passer notamment aux ingénieurs quand vous estimez qu'il y a un retard pris par les industriels aujourd'hui. Le message à faire passer, c'est qu'on voit de plus en plus, en discutant avec des jeunes en école d'ingénieur, qu'il y a une prise de conscience des enjeux climatiques, c'est une excellente nouvelle, mais qu'ils sont complètement perdus en se disant, mais en fait, pourquoi on est là ? Pourquoi on est là ? Finalement, est-ce qu'on a encore besoin de techniciens ? Est-ce qu'on a encore besoin d'ingénieurs ? Moi, le message, il est extrêmement simple, plus que jamais. On a besoin d'ingénieurs, on a besoin de jeunes qui se sentent concernés par la transformation du climat et qui veulent apporter des solutions. On a besoin de ces gens-là et il faut des gens qui fassent. La période du constat est passée. Je pense qu'il y a beaucoup de discussions sur la compréhension des phénomènes, sauf que maintenant, il faut travailler pour apporter des solutions. L'aviation est aujourd'hui le premier contributeur à la balance commerciale de la France, de notre pays, qui est le leader mondial dans le secteur, donc tout va bien, en fait. Tout va bien, c'est vrai, c'est une chance. D'autres industries n'ont pas eu ce bonheur-là en France et ont eu des déclins assez significatifs. Pour autant, quand on parle de révolution industrielle, ça veut dire à la fois que les acteurs de maintenant doivent se transformer, et c'est ce qu'ils font, et ils travaillent sur le sujet. Il faut également faire émerger des PME et des ETI innovantes qui peuvent travailler aux côtés des grands groupes, parce qu'on l'a vu pour les vaccins, le binôme start-up industrielle performante et grand groupe avec une force de frappe qui est autrement plus importante que celle de la start-up industrielle font que collectivement on peut aller très vite. Il y a tellement de sujets à couvrir qu'on ne peut pas être territorial, il faut le faire ensemble. On va terminer par les questions rituelles que je pose à toutes les personnes qui passent ici. Au sein de Aura Oreo, quelle est votre plus grande émotion ? Ma plus grande émotion, c'est d'être parti de pas grand-chose en 2018 et d'être déjà un certain nombre, on est un peu plus de 150, et surtout de pouvoir être en accord avec les discussions de comptoir qu'on peut avoir. C'est-à-dire de concrétiser au quotidien ce que tout le monde discute ou appelle de ses voeux ailleurs. Vous avez beaucoup de discussions de comptoir ? Oui, forcément, parce que ça commence souvent comme ça, et ça finit d'ailleurs comme ça aussi. Mais l'important, c'est que l'action soit corrélée au discours. La plus grande joie ? La plus grande joie, je veux dire, c'est le premier vol de notre avion en mars 2020, parce que là, c'est la concrétisation de beaucoup d'efforts, de beaucoup d'intensité, et voir son avion, son produit qui vole, ça c'est une grande émotion. Le plus grand défi ? Le plus grand défi, réussir réussir la décarbonation de l'aviation, en tout cas à notre échelle, et être capable de pouvoir être cohérent avec nos volontés de décarboner. Donc si un jour on vole dans un avion électrique, ce que j'espère connaître de mon vivant, ce sera grâce à vous alors ? Ça sera grâce à nous, entre autres. En tout cas, j'espère qu'on pourra porter notre pierre à l'édifice à un niveau suffisant pour qu'on puisse le reconnaître. Aura Aéro dans 10 ans, comment vous voyez votre entreprise ? On a une aviation complète à transformer dans les 30 ans qui viennent. Donc j'espère que dans 10 ans, on sera en capacité de tous se regarder dans la glace et de se dire qu'on a été à la hauteur des enjeux. Un grand merci à vous.